Oui, exactement, 13h45, ben, les 12 prochaines minutes, ce seront pour cette chronique de Claudie. Tout de suite, générique et on démarre. Alors, jusqu'à la fin de la semaine, nous sommes dans le mois de... L'Europe, le joli mois de l'Europe. Joli mois de l'Europe, c'est la deuxième chronique. Alors, aujourd'hui, on va parler de... On va parler des 2 erreurs invisibles qui font souvent échouer les dossiers, souvent, surtout par méconnaissance des porteurs de projets, mais elles sont fondamentales dans la démarche, en tout cas, de mobilisation des financements européens. Alors, juste pour rappeler un petit peu, tu l'as dit, on est encore dans la dernière ligne droite du joli mois de l'Europe, et on va juste rappeler avec cette première slide ce qu'est le joli mois de l'Europe, qui se diffuse, en tout cas, sur l'ensemble des territoires européens, les régions ultra-périphériques comprises, à savoir celles de la France, de l'Espagne et du Portugal. Et l'objectif de ce joli mois, c'est véritablement faire connaître l'action de l'Union européenne et singulièrement des financements dits structurels, les fameux FEDER, FEDER et autres, qui interviennent sur nos territoires de façon régionalisée, puisque ces financements, en tout cas pour l'État membre français, sont délégués aux régions et aux collectivités comme la collectivité de Martinique, de Guyane ou celle de Saint-Martin, pour véritablement devenir des effets leviers pour financer des opérations structurantes. Alors en Guadeloupe, juste quelques chiffres et un rappel, plus de 1 milliard de fonds sur la période 21-27, avec principalement 4 fonds, à savoir le FEDER qui va financer l'innovation des entreprises, le FEADER pour tout ce qui va être développement rural et en territoire rural, le FSE+, pour l'emploi et la formation, et enfin le FEAMPA qui est donc le Fonds européen de la pêche et de l'aquaculture qui va venir soutenir l'économie bleue. Donc lors de notre précédente chronique, nous avons présenté, fait une découverte de 3 projets impactants sur le territoire qui avaient été financés par ces fonds. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans la technique en faisant découvrir donc à nos téléspectateurs 2 notions et futurs porteurs de projets, 2 notions fondamentales qui sont peu connues, à savoir l'effet incitatif, on va voir ce que c'est, et le fameux coût raisonnable. Alors, bien évidemment, la première question, qu'est-ce que l'effet incitatif ? Alors, l'effet incitatif, c'est vraiment une règle de base, une règle, on va dire, cardinale lorsqu'on dépose un dossier européen. Cet effet incitatif, il dit quoi ? Il dit que, suivant effectivement le règlement, un règlement évidemment défini, que à partir du moment où vous souhaitez solliciter une demande de financement européen, il faut que cette demande ait un effet incitatif, que ce projet puisse être financé parce qu'il a besoin de ce financement. Ce qui signifie donc qu'il ne faut pas, au moment du dépôt, qu'il y ait une quelconque dépense déjà réalisée, un quelconque engagement. En clair, il ne faut absolument pas débuter le projet de quelconque manière que ce soit avant de le déposer et de mobiliser, de solliciter, de motiver sa demande. Donc le porteur de projet doit pouvoir démontrer qu'il n'a pas débuté ce projet en signant un certain nombre de documents, un certain nombre d'engagements. Et il faut vraiment être clair là-dessus. Le début des travaux n'est pas uniquement le premier coup de pelle. On n'est pas forcément uniquement, notamment par exemple sur le financement de la formation, sur des dépenses d'investissement matériel, immobilière ou autre. C'est à partir du moment où le projet, quelle que soit sa nature, qui donc a un début, qui se caractérise par un début et une fin. À partir de ce moment, ce début a été déterminé et donc des dépenses qui sont afférentes. Il faut que ces dépenses se positionnent après le dépôt de la demande. Et ce dépôt, en fait, se sanctuarise par un récépissé de dépôt, puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des demandes sont sollicitées sur les plateformes et donc est généré de façon tout à fait automatique ce fameux récépissé de dépôt qui permet donc, je préconise souvent à J+1, de pouvoir engager et démarrer le projet. Donc, ça peut être un bon exemple, quelques exemples de preuves d'engagement. Le fait d'avoir signé des devis qui sont présentés dans le dossier, mais dont la date de signature et d'engagement est antérieure à cette date de dépôt. Le versement d'acompte, là c'est encore pire.
quand on a déjà payé une partie des dépenses, là, ça laisse une trace indélébile sur les relevés bancaires, le fait de signer donc des bons de commande ou tout autre engagement qui rend irréversible la preuve du démarrage du projet. Donc, très, très, très importante règle des faits incitatifs, puisque il faut pouvoir le démontrer dès le démarrage du projet. Alors, est-ce que tu as des exemples concrets à nous présenter? Oui, de manière très, très concrète, on va prendre 2 exemples. Tout d'abord, une entreprise, on va prendre une entreprise de fabrication de pots de peinture, qui souhaite solliciter du FEDER pour un investissement, par exemple, de sa chaîne productive de fabrication. Donc, avant le dépôt, le problème, c'est qu'elle a signé un devis pour son équipement et elle a versé un acompte. Donc là, clairement, on est sur un cas d'école, clairement, de ce type de problématique, puisque le financeur va considérer que le projet a déjà démarré, puisqu'il y a eu un engagement comptable avec cette signature du bon pour accord du devis, et encore même financier, comptable et financier avec le versement de cet acompte. Résultat, le dossier, il tombe. Il tombe pour une éligibilité liée à cet effet incitatif qui ne peut pas être prouvé, puisque l'entreprise a pris donc l'initiative de mobiliser ses fonds propres avant de pouvoir solliciter l'accompagnement de la subvention. Donc en clair, il faut bien veiller à ce que le dépôt de la demande soit antérieur à tout engagement. La signature de bon pour accord daté du devis en est un, par exemple. Sécuriser donc ces dates d'engagement qui doivent obligatoirement être après la date de dépôt, encore une fois, générée automatiquement sur les différentes plateformes, et ne signer aucun document qui vise à rendre l'investissement inéligible. Donc c'est irréversible à partir du moment, surtout si on a payé un acompte. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, on va prendre l'exemple d'une association. Alors, pourquoi j'ai pris ces 2 exemples, entreprise, association, puisque l'effet incitatif concerne surtout ces publics. Je ne vais pas parler, par exemple, des collectivités territoriales qui, elles, ont un régime particulier, ou, bien au contraire, on peut rétroactiver des dépenses dès le début du programme, à savoir le 1er janvier 2021, sous réserve, bien sûr, de certains nombres de critères à étudier au moment du dépôt. Mais là, on va vraiment faire un focus sur cet effet incitatif qui concerne exclusivement les entreprises et les associations, en tout cas les porteurs de projets, personnes morales, privées, qui doivent en tout cas démontrer le respect de cet effet incitatif. Donc, deuxième exemple, porté par une association sportive de netball. Je continue à faire un petit clin d'œil sur ce nouveau sport qui commence à prendre son ancrage sur le territoire et qui souhaite donc solliciter une aide européenne pour financer, par exemple, un événement structurant. Donc là, l'association, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a déjà réservé la salle. Elle a payé des premières dépenses. Ouais. Elle a réservé, payé les maillots, réservé le traiteur. En tout cas, identifié et payé un certain nombre de dépenses dans son budget. Et elle décide de vouloir venir mobiliser un financement européen. Là encore, le risque de rejet, il est tout à fait réel, puisque le financeur va considérer que comme le projet a déjà débuté, là aussi, on tombe sur le coût de l'effet incitatif, qui n'est donc pas validé et vérifié. Et donc, il faut véritablement pouvoir déposer la demande, encore une fois, j'insiste, de manière antérieure à tout engagement et toute dépense. Et il faut respecter l'effet incitatif de l'aide européenne dans un ordre chronologique extrêmement précis, qui va donc du dépôt du dossier. Oui. Ensuite, le dossier ayant été validé, donc reçoit un accord et un conventionnement. Et permet donc d'engager un certain nombre de dépenses. Alors, petite nuance quand même, c'est vraiment la date du dépôt du dossier qui permet de sanctuariser ce début de date d'éligibilité du projet. Après, le porteur de projet, tant qu'il n'a pas reçu sa convention, c'est de sa propre initiative et c'est les risques qu'il décide d'engager, en tout cas sur fonds propres, il peut dès le lendemain, donc à J+1, débuter ses dépenses sur fonds propres, sachant que, on l'a dit dans les émissions précédentes, on n'est jamais, très rarement en tout cas, sur 100% de subvention. Donc, de toutes les façons, il restera toujours un reste à charge à mobiliser. Donc, rien n'empêche le porteur de projet de débuter le démarrage de ce projet qui permettra, au moment et au cours de l'instruction, de démontrer de la véracité, de la réalité en tout cas de l'engagement et de la chronologie en tout cas, de la réalisation, de sa demande et du projet concerné par la demande. Donc vraiment,
Vraiment, vraiment, j'insiste sur cet effet incitatif qui est, encore une fois, la première règle cardinale. Et quand on dépose une demande, c'est d'ailleurs de manière administrative, au moment de ce qu'on appelle la recevabilité du dossier, donc avec le checklist, la vérification de la conformité déjà administrative du dossier, ça fait partie des premiers éléments qui sont analysés avant même de rentrer dans le détail de la demande. On vérifie s'il y a une conformité liée à l'effet incitatif. Voilà, un peu technique, mais c'était important de prendre le temps pour bien expliquer à nos téléspectateurs l'importance de cette date de dépôt, qui est ensuite d'ailleurs reportée au niveau du document d'engagement qu'est la convention. Alors, tu as le coût raisonnable. Alors, deuxième règle fondamentale, la notion du coût raisonnable. Alors, comme son nom l'indique, c'est donc une histoire de coût, de devis, et qui doit être raisonnable. Mais raisonnable par rapport à quoi? Alors, justement. Donc, le principe, c'est la bonne gestion des deniers publics. Ouais. L'argent public se doit de financer des dépenses qui sont nécessaires, cohérentes et proportionnées. Donc, il faut qu'on puisse démontrer que ces dépenses sont en lien avec un coût normalisé, en tout cas du marché. Et pour être, juste un peu rappel, un grand principe déjà sur ce qui est une dépense éligible. Alors pour être éligible, elle doit être prévue évidemment dans le dossier. On ne peut pas déposer un dossier et puis au moment de la restitution des dépenses, avoir une dépense totalement hors budget, puisque elle est complètement déconnectée par rapport à la demande initiale. Elle peut être connectée avec le projet, mais elle n'a pas été listée dans la demande initiale, donc elle est hors projet. Donc elle doit être prévue dans le cadre du budget du projet, elle doit avoir un lien direct avec le projet, ça veut dire que cette dépense ne peut pas être réalisée. Sans cette dépense, le projet ne pourrait pas être réalisé. Elle doit être donc aussi nécessaire à l'atteinte de ses objectifs et bien sûr répondre à la première règle que j'ai énoncée, à savoir la période d'éligibilité en respectant ce fameux effet incitatif. Donc cette dépense, une fois qu'elle a cocher toutes ces cases. Maintenant, en plus de tout ça, on doit pouvoir démontrer son caractère raisonnable. Donc, ça doit être en cohérence avec les objectifs du programme. C'est quoi le raisonnable dans ce genre de dossier? Alors, je vais prendre l'exemple du document de mise en œuvre de la Guadeloupe, puisque chaque autorité de gestion, suivant évidemment le respect du règlement européen, peut mettre en place différentes échelles et niveaux pour justifier en tout cas le respect de la règle du coût raisonnable, mais de manière très très concrète. Là encore une fois, je parle pour les structures qui ne sont pas soumises à la commande publique, puisque de toute façon, très naturellement, les collectivités territoriales soumises à la commande publique respectent la règle des marchés publics, qui, je le rappelle, depuis le 1er avril 2026, c'est à partir de 60 001 euros que l'obligation de mise en concurrence est effective. En tout cas, pour les associations et les entreprises, pour la région Guadeloupe, jusqu'à 40 000 euros, il faut donc avoir au moins une pièce de justification de la dépense. Ça veut dire que vous avez une dépense d'investissement sur tel ou tel matériel. Elle fait 28, 30, 39 000 euros, 39 999. Elle peut être toute seule utilisée comme justificatif. Ça n'empêche pas qu'on puisse argumenter et expliquer en quoi ce devis, cette dépense est en lien avec le projet et en lien et surtout nécessaire à son exécution. Dans la fourchette de 40 000 à 215 000, alors dans la réalité 40 000, 1 euro et 215 000 euros, là on est dans une fourchette où il faut qu'on fasse une mise en concurrence obligatoire. 2 pièces, vous pouvez faire plus, mais le règlement vous impose un minimum. Minimum étant d'au moins 2 pièces estimatives, en clair, 2 devis. Et il faut surtout prouver, en tout cas encore plus sur cette nouvelle programmation, comment vous avez formalisé cette mise en concurrence. Nos conseils, c'est véritablement pouvoir tracer la demande, à minima avec un mail qui reprend quel est l'objet, quel est l'objectif de votre projet et pour quel type de dépenses vous sollicitez tel ou tel prestataire, en mettant une date limite, comme un mini marché public, mais pour les entreprises et les associations. Et petit bonus qu'on conseille aussi, c'est de rédiger un mini cahier des charges. Comme ça, on peut véritablement tracer la demande. Et au-delà de 215 000 euros hors taxe, on doit présenter un minimum de 3 pièces estimatives. Alors, elles doivent être récentes, donc maximum 8 mois en arrière, maximum. On doit pouvoir les comparer, d'où l'importance de pouvoir formaliser une demande similaire pour l'ensemble des devis que vous sollicitez, avec les mêmes critères et puis les mêmes postes de dépenses, ce qui permet ensuite au service instructeur de pouvoir les comparer de manière facilitée. Et il faut évidemment détailler au maximum ces prestations
prestations et les équipements que vous souhaiteriez en fait mobiliser dans le cadre du projet. Et il faut surtout bien argumenter et motiver l'importance de chacune de ces dépenses dans le dossier. Alors, il faut donner, pour bien illustrer ton propos, des notions très pratiques, très techniques même. Par exemple, est-ce que tu as des exemples à fournir? Oui, tout à fait. On va reprendre encore les exemples des deux cas d'école, à savoir un exemple entreprise, un exemple association. On prend l'exemple d'une entreprise qui sollicite une demande de financement pour un équipement numérique qui serait dans le cadre d'un projet global, qui ferait 60 000 euros par exemple. Elle fournit un seul devis. Un seul devis. Déjà, 60 000 euros, elle fournit un seul devis. Or, ce que je viens de dire précédemment, quel est le seuil? 40 000. Donc, ça veut donc dire qu'il y a un sujet, il y a un souci, puisque au-delà du seuil de 40 000, on est dans la fourchette 40-215, et là, il y a un seul devis. Donc, il en manque un, déjà. Donc, le financeur, dans le cadre de ce document, qui est la Bible, le fameux DOMO, là, c'est vraiment la Bible, le règlement de mise en œuvre qui permet, en tout cas, d'expliquer de manière pratico-pratique aux porteurs de projet ce qui est attendu au niveau de l'autorité de gestion. Donc, minimum 2 pièces. Il faut donc déjà compléter avec un deuxième devis qui vient en tout cas justifier le choix de tel ou tel prestataire. Donc avoir un deuxième devis pour pouvoir comparer les offres. Et ça permet donc de justifier ce fameux coût raisonnable. Est-ce que le coût du devis que vous avez sélectionné est bien dans le prix du marché? Et si ce n'est pas le cas, que vous décidez de solliciter le plus cher, il n'y a pas de souci. Il faut donc argumenter et justifier la cohérence économique de ce projet. Deuxième exemple, celui de l'association. Là, une association qui présente une prestation, par exemple, de communication d'environ 25 000 euros, sauf que il y a un devis, il y a un montant, très peu de détails, absolument pas d'argumentaire. Le devis, il est certes conforme en termes de coût, mais absolument pas clarifié sur son contenu et son objectif. Donc le financeur va de toutes les façons tout de suite demander des compléments et solliciter et demander de motiver pourquoi, comment, quel est l'objectif de cette dépense. Donc il faut systématiquement, dès la demande de devis, détailler le maximum la nature de votre besoin pour que les prestations soient les plus précises possibles et que les réponses collent le maximum, d'où le cahier des charges qui permet du coup d'être très clair au niveau de la demande. Démontrer à chaque fois et motiver les objectifs du projet et en quoi cette dépense est nécessaire et cohérente avec le projet que vous voulez développer. Et enfin, bien vérifier la conformité des devis, bien sûr, avec les mentions légales obligatoires du prestataire, SIRET et autres, etc. Vous tapez sur Google, vous trouvez assez facilement les mentions obligatoires qui doivent figurer et qui permettent le contrôle a posteriori de ces différents éléments. Mais alors, à t'écouter, on voit qu'il y a quand même des erreurs techniques qui se font et ces erreurs entraînent des conséquences. Tout à fait. En fait, encore une fois, c'est pas la nature du projet qui peut être un excellent projet. Donc, des porteurs de projets arrivent avec des idées vraiment très structurées sur le plan technique, sur le plan de la vision ou de l'impact. Le problème, c'est qu'il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre technique de mise en œuvre qui est donc ce fameux DOMO, document de mise en œuvre sur les fonds européens en Guadeloupe. Et donc, cette méthode et cette rigueur, on va dire administrative, peut faire tout simplement tomber les projets, quel que soit leur impact et la pertinence en tout cas du projet et des porteurs de projets. Donc il faut véritablement être dans une dynamique de rigueur administrative. Encore une fois, mon mot préféré, je pense que s'il y a un mot à retenir de toute la saison, ce sera le fameux orthodoxie. Donc il faut être le plus orthodoxe possible pour répondre et pour maximiser en tout cas ses chances de pouvoir obtenir ce fameux sésame de l'accompagnement de la subvention. Donc bien maîtriser son calendrier en respectant donc les faits incitatifs, déterminer les pièces justificatives en cohérence avec le projet et surtout motiver leur impact sur le projet et bien identifier le budget et les pièces justificatives en lien avec les fourchettes d'obligations justificatives pièce par pièce. Donc c'est ce qui va permettre de transformer une excellente idée, une idée impactante en projet finançable, en effet. Alors, comme chaque fois à la fin de la chronique, on est obligé de faire un petit tour sur ton actu. Tout à fait. Il y aura pas mal d'actualités, justement, au mois de juin. On revient avec toujours l'engagement continu, encore plus fort, avec le livre, donc Lettre à Gabriel, donc avec une séance de dédicace, effectivement, qui est prévue donc, le 20 juin. Depuis 2 semaines, allez-y,
allez-y, vous pouvez acheter le livre Lettre à Gabriel chez Cultura, donc à Destreland. Merci encore aux équipes de Cultura pour leur confiance. Et donc une séance dédicace sera prévue avec moi-même de 10h à 12h le 20 juin prochain. Et avant, donc la semaine d'avant, donc le 12 juin, à 18h30, je vous donne rendez-vous à l'espace Gérard Loquel pour la diffusion, une nouvelle diffusion du film documentaire Des femmes une voix en collaboration avec la ville de Bimao, où on va, et en présence de Manik Siratiteka et donc d'une voix et une histoire. Vous pouvez donc dès à présent réserver gratuitement, donc 100% gratuit, sur notre site internet, sur le site internet qui s'affiche, diliscommunication.com, et donc découvrir à la fois le film documentaire, un échange avec le public et aussi des éléments de présentation autour du livre. Et petit clin d'œil, nous serons la semaine prochaine au Canada où nous allons présenter à Montréal le film en partenariat. Toujours pas diffusable sous Guadeloupe Première. Pas encore, nous y travaillons fortement. C'est dans les tuyaux. Je pense, si tu as des infos, n'hésite pas à me faire savoir. En tout état de cause, il continue sa tournée internationale, donc la semaine prochaine, dans 10 jours à Montréal. Donc le 8 juin prochain, il sera diffusé en partenariat avec l'Université du Québec, en présence de Monsieur le Doyen. Donc on va aussi porter la bonne parole à la diaspora internationale sur ce qui se passe aux Antilles francophones. Donc on y croit, on est engagé, on est déterminé et ça se fera quand ça se fera. Voilà. La prochaine chronique, alors. La prochaine chronique, alors on va faire un zoom sur 2 appels à projets du FEADER qui sont actuellement ouverts en Guadeloupe jusqu'au 31 août prochain. Donc c'est un appel à projet sur une mesure qui permet de financer le développement d'espaces mutualisés et d'espaces récréatifs. Alors je vous ferai une petite présentation, donc un focus. Le FEADER, fond aussi que j'affectionne beaucoup. Alors j'ai du mal en fait entre le FEADER et FSE+. J'arrive pas trop à me déterminer quel est mon fonds préféré. Je pense que ça doit être de manière globale les financements impact. En tout cas, je vous présenterai dans le détail qu'est-ce qui est attendu, quels sont les attendus, quels sont les types de projets qui peuvent être attendus. Et d'ailleurs, j'ai présenté la semaine dernière l'un des projets qui a été financé sur cette mesure, à savoir le projet de l'établissement pour les enfants polyhandicapés de l'association Agile. Bon, juste une toute dernière question pratique. Comment, avec des éléments aussi complexes, tu arrives à faire une chronique aussi fluide? Ah bon? On va dire merci à papa, maman, peut-être. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents professeurs et pédagogues et peut-être qu'ils nous ont tous légué ça en ADN. Mais j'ai un plaisir particulier, en tout cas, à transformer, à vulgariser des notions complexes. Oui, elles sont complexes. Hein. Oui, c'est complexe. J'avoue que cette chronique-là était particulièrement complexe parce que pour faire comprendre l'effet incitatif et tout, et le coup dur, là, j'avoue, parce que même nous, experts, on a déjà été victime de cet fameux effet incitatif et des fois, en fait, faut blinder son argumentaire pour qu'il n'y ait aucune place à une interprétation, en fait, unilatérale. Donc, il faut que les pièces soient là, il faut que ce soit indiscutable, et pour que ce soit indiscutable, il faut que ce soit bien préparé en amont et qu'il n'y ait aucun doute raisonnable, pour le coup. Merci Claudie. Merci beaucoup, à bientôt. Dani. Et les 2 rendez-vous sont pris à l'espace local. Tout à fait. Donc ce sera le 12 juin à 18h30. Et le film? Ce sera le film. Bon, d'accord. Le 12 juin, ce sera le film. Oui. Le 20 juin, ce sera Cultura. Ce sera à Cultura. Et le 12, ce sera une date particulière. Ce sera l'anniversaire de naissance de mon père. Donc je pense qu'il sera là avec nous aussi. D'accord. Voilà. Ok, on en parlera. Voilà. Merci en tout cas.